Oui, je pense qu'on va commencer. Encore une fois, bonjour à tous, ici en présentiel et via Zoom. Voilà, c'est toujours difficile de se diriger, voilà, de trouver une bonne direction. Mais tout d'abord, je vous signale que notre rencontre est enregistrée pour les personnes en présentiel, en salle. Merci de signer les autorisations que nous allons distribuer. Moi, je m'appelle Alicia Jaworska, je suis chercheur au Centre de civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie, qui est un centre de recherche francophone aux sciences humaines et sociales. Le directeur du centre, M. Nicolas Maslovski, malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui en présentiel. Il le regrette, mais il nous rejoint sur Zoom. J'ai donc le plaisir d'ouvrir cette séance de notre séminaire de recherche qui a pour sujet ce semestre les dynamiques de circulation des hommes et des idées. Dans ce cadre, aujourd'hui, nous avons deux invités. Jakub Motrenko, qui est avec nous en présentiel dans notre bibliothèque. Il représente la faculté de sociologie de l'Université de Varsovie et aujourd'hui, il va présenter sa communication intitulée L'émergence des idées nouvelles dans la perspective relationnelle des collectifs de pensée au cercle d'amitié. Et à distance, Łukasz Dominiak de l'Institut de sociologie de l'Université Nicolas Copernic, qui va ensuite présenter son point de vue. Après la communication et le commentaire, j'invite vous tous à participer au débat. Les participants sur Zoom peuvent aussi inscrire leurs questions sur le chat. Jakub Motrenko est philosophe, sociologue, professeur assistant à la faculté de sociologie de l'Université de Varsovie. Il a soutenu sa thèse de doctorat sur le tournant antipositiviste de la sociologie polonaise. Sa thèse a été récompensée par le prix du Premier ministre. Ses intérêts scientifiques se situent à la croisée de la philosophie, de la sociologie des sciences et de l'histoire de la sociologie. Il est aussi rédacteur en chef de la revue scientifique de la faculté de sociologie de l'Université de Varsovie, intitulée Stan Rzeczy. Et notre deuxième invité, Łukasz Dominiak, est sociologue et ethnologue. Il est docteur en sciences humaines dans le domaine de la sociologie et il travaille à l'Institut de sociologie de l'Université Nicolas Copernic, où il s'occupe de l'histoire des sciences sociales et de la sociologie historique. Ce qui est le plus important, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole. D'accord, merci Alicia. Alors bonjour à tous et à toutes ici sur l'Internet. Je remercie à Nicolas Maslovski pour l'invitation. C'est un grand honneur, bien sûr, pour moi. Je voudrais dire que je participais au travail du Centre de la civilisation française il y a une décennie. Peut-être que c'était la dernière fois que je vraiment pratiquais en français, mais j'espère que tout va bien. Alors, peut-être laissez-moi commencer par rappeler le titre du cycle de séminaire de cette année. Cette dynamique de circulation des hommes et des idées. C'est un titre formidable, je ne sais pas qui a été un notaire, car il est vaste.
peut être une invitation pour des interventions très diverses, des études historiques, contemporaines, empiriques, faites par des intervenants de champs de spécialisations très variées, comme anthropologie, sciences politiques, philosophie, etc. Mais aujourd'hui, je vais discuter sociologiquement pourquoi la circulation de certaines idées fécondes, c'est-à-dire créant quelque chose de nouvel. Cependant, d'autres échanges des idées n'en effet produisent pas, quoi qu'ils puissent, parce que toutes conditions matérielles sont effectuées, comme les réseaux de contacts, d'argent, bonne foi des partenaires, etc. Alors, autrement dit, comment sociologiquement expliquer que des idées de temps en temps changent, ou plus techniquement, d'où vient-il le changement dans les sciences humaines et sociales? Et je vais explorer deux réponses qui sont répétées cycliquement par des sociologues. Alors, certains d'entre eux, ils soutiennent qu'un certain type de solidarité entre partenaires des échanges est nécessaire. Il est essentiel de former un groupe de savants, de scientifiques, des intellectuels liés par des liens d'amitié, par exemple, d'amitié. Mais en même temps, d'autres sociologues, et de temps en temps les mêmes sociologues, ils argumentent que les progrès dans la science, dans les sciences humaines et sociales, est possible grâce au conflit, que les nouvelles idées s'apparaissent en tant qu'un résultat des antagonismes, de désaccords, des polémiques. Alors, une question clé aujourd'hui pour moi, c'est comment concilier ces assertions qui sont au premier coup d'œil contradictoires. Je vais commencer par le concept, la notion de circulation. Alors, moi, peut-être je suis plutôt intéressé par la dynamique que par la circulation. La circulation rappelle une circulation d'eau ou circulation des gaz. Ça veut dire que c'est un procès mécanique. Cela rappelle une vieille théorie de diffusion, anthropologique théorie de diffusion, selon laquelle des idées s'étendent des centres aux périphéries. Faire recherche sur la circulation des idées et des hommes, à savoir des routes de circulation, les ressources engagées pour la produire, comme les bourses de séjour, est un bon point de départ pour expliquer des innovations, mais il toujours reste à comprendre pourquoi, bien que certaines circulations soient soutenues, elles n'ont pas vraiment d'effet. Alors, il s'agit de saisir un moment actif, créatif, et non seulement un moment passif de transfert des idées qui ont été conçues autre part. Alors, d'où viennent-ils des idées nouvelles? On peut formuler au moins deux réponses d'ordinaire, on peut dire d'ordinaire. Alors, la première réponse est classique, acceptée par des historiens des idées, par des philosophes. Les nouvelles idées viennent de concepts d'origine. Les nouveaux concepts sont un pas suivant dans une série de pensées. Les savants, les philosophes, les historiens visent à démontrer un développement d'une idée d'origine
qui est riche en sens et qui peut être en réalité traité et détaillé différemment, mais pas arbitrairement. C'est une perspective des historiens de sciences, par exemple. Cette approche peut être très raffinée, comme une théorie de la science de Imre Lakatos, un philosophe des sciences d'origine hongroise, qui analysait la science en termes de programmes de recherche qui sont constitués et qui se développent et après ils dégénèrent. Et récemment, d'abord dans ma thèse, maintenant dans mon livre, j'ai montré un cycle de formation et de dégénération pour la sociologie des enquêtes de Survey et de la sociologie, de la théorie des attitudes. J'ai montré comment ils ont, ces théories, ces méthodes, ils ont été remplacées par des approches sociologiques nouvelles. Et cette manière de penser au changement dans la science, c'est-à-dire en termes des idées, celle est en certain sens inévitable. Parce que si nous voulons penser à la chose nouvelle, il faut déterminer la nouveauté des concepts, la nouveauté des théories. Et la nouveauté peut être finalement déterminée qu'au niveau de la théorie, en termes intérieurs pour la théorie. Une autre réponse possible, formulée ordinairement, d'où viennent-ils des idées nouvelles, c'est la dynamique des individus, de la créativité des génies. Et en ce sens, le changement est un résultat des génies des individus, des grands savants, des grands scientifiques. Et si on écrit sur un rôle essentiel de Stanisław Ossowski, un sociologue polonais qui travaillait après la Seconde Guerre mondiale et qui est la personne clé pour la sociologie polonaise, je dirais qui a été le dernier classique de la sociologie polonaise. On peut dire qu'il possédait des vertus personnelles, morales et intellectuelles qui lui permettaient de s'inscrire dans l'histoire de la discipline. Son œuvre qui attire, mais aussi parce qu'il a su former autour de soi un groupe de scientifiques, de jeunes gens et de savants très doués, peut-être les meilleurs esprits de l'époque. Alors, il s'est avéré qu'il était un grand savant, mais il aussi avait charisme et il s'est devenu un dirigeant en bon sens de ces mots. Alors, le grand scientifique, grand savant et le grand dirigeant avec le charisme. Et maintenant, je vais tourner vers les réponses plutôt sociologiques. Alors, la première réponse est basée sur la dynamique de contact. On peut dire, j'ai déjà parlé de cette réponse. On fait recherche sur des contacts, des échanges des idées. Pour vous donner un exemple, les philosophes et les sociologues et d'autres intellectuels qui sont partis en Amérique du Nord avant la Seconde Guerre mondiale de l'Allemagne, d'Autriche pour des raisons politiques et qui ont changé le paysage académique de la philosophie, de la vie intellectuelle en Amérique. Et si on jette un coup d'œil
sur d'autres exemples. Si on jette un coup d'œil sur les programmes d'échange académique créés par The Ford Foundation, son impact sur l'américanisation de la sociologie polonaise, on suit ces modèles, ces logiques de raisonnement. Alors, on peut rétablir les réseaux de contacts, les séjours de sociologues en Amérique, les séjours des Américains en Pologne. Et de cette façon, on peut réfléchir sur d'origine des idées nouvelles. Mais les contacts ne sont pas suffisants pour causer un changement important. Et encore une fois, un exemple. Un sociologue français, Alain Touraine, a conduit dans les années 1980, une ample recherche sur les mouvements sociaux solidarité. Il a employé de jeunes chercheurs polonais. Après, il a invité ces chercheurs en France. Mais un transfert des idées tourainiennes est très limité dans la sociologie polonaise. La question est pourquoi? Alors, malgré la sympathie mutuelle de séjours en France, des bourses, des références dans des articles, des livres, la théorie de Touraine n'a gagné qu'une réception limitée. Il y a une bonne intuition de Ludwig Fleck, un scientifique, un philosophe polonais d'avant la Seconde Guerre mondiale, qui a conçu un concept de collectif de pensée, que les interactions intensives sont nécessaires pour l'apparition de la nouvelle. Mais on peut ajouter que dans chaque groupe de scientifiques, de savants, de philosophes devient un collectif de pensée. Il y a des groupes, souvent organisés formellement, qui sont comme les enfants dans un bac à sable. Chacun s'intéresse à ses affaires. Alors, comment se fait-il que certains contacts sont importants et d'autres non? Maintenant, je voudrais vous présenter une autre réponse sociologique dans le cadre de la théorie ou paradigme relationnel. Alors, il y a une deuxième approche sociologique selon laquelle il faut comprendre une dynamique d'un système social et une présence de biens relationnels, afin d'expliquer un environnement favorable pour les innovations, pour la création. Autrement dit, comment un groupe se métamorphose en un collectif de pensée en sens de Ludwig Fleck. Ludwig Fleck partage aussi une intuition que tous les savants sont égaux, au sens que ce qui est important, ce sont leurs arguments et pas leur place dans la structure ou dans la hiérarchie sociale. Mais en réalité, vous le savez, les chercheurs demeurent dans les structures, dans les réseaux, dans les champs conflictuels, ou peut-être ils sont liés par des liens d'amitié. Je vais maintenant examiner deux aspects primordiaux de la structure sociale. D'un côté, la solidarité, la cohésion, la camaraderie, et de l'autre côté, les conflits, la rivalité, l'affrontement. Je vais penser encore une fois par deux cas de figure. Un sociologue américain, Jamie Cohen Cole, il a décrit la culture académique dans les années 1950 et 60 en Amérique.
Et il a montré que, peut-être que je peux ajouter que le travail dans les groupes de savants, des chercheurs, est bien sûr la tradition du travail universitaire, mais il peut être aussi l'utopie de la communauté. Et après la Seconde Guerre mondiale, un grand changement social s'est déroulé dans la société, à la société américaine, mondiale aussi. Mais ces changements ont touché aussi, influencé aussi l'académie. Les universités et les groupes de chercheurs se sont professionnalisés en devenant les institutions modernes, bureaucratiques, avec l'anonymat et la logique de la concurrence. Et les académiciens de l'époque voulaient rompre avec cette logique qui était très éloignée de leur vision de l'université. Ils voulaient rompre avec l'anomie des institutions modernes. Et on peut dire que le même problème se manifeste jusqu'à nos jours. Comment faire la science quand nous nous soumettons à la logique externe, à la logique économique, à la logique politique? Comment répondre aux bureaucratisations, ou comme on dit en polonais, aux grantosa, punctosa? Comment répondre à la division du travail, à la spécialisation? Comment garder l'esprit de l'université, de la communauté de fin académique? Comment, et surtout comment faire de l'université la place créative, innovante? Les intellectuels de l'Amérique des années 50, 60, ils visaient à rétablir la communauté diversifiée avec le lien direct, la communication face à face, la communication au-dessus des frontières de discipline. Ils voulaient éviter la structure bureaucratique. Alors, pratiquement, ils cherchaient des places et des occasions pour cultiver la vie intellectuelle à l'extérieur des institutions existantes, des disciplines, des facultés. Ils les ont trouvés dans les salons pendant les conférences. Et pour cette raison, ils ont mené recherche sur les petits groupes, en particulier sur les manières d'organiser les conférences, les rendez-vous. La théorie ou les théories du choix rationnel, les études sur les petits groupes étaient une base théorique, parce que ces approches annulaient la division parmi les diverses formes et diverses scales de la vie sociale. Ces approches, ça veut dire la théorie du choix rationnel, les études sur les petits groupes, cassaient les frontières parmi psychologie, sociologie, les sciences politiques. Elles ont donné la possibilité de l'observation directe et du contrôle expérimental. Et pour participer au salon, aux conférences, il fallait avoir la conscience spéciale. Il fallait être élastique, ouvert pour les changements, capable de se communiquer avec les autres, garder les contacts avec les gens différents que nous. En plus, il fallait être démocratique, tolérant et créer l'atmosphère libre, amicale, favorable à l'échange de pensées. Le revers de cette attitude serait la personnalité autoritaire, dogmatique, incapable au compromis, fermé. En anglais, closed-minded. L'académie ne devrait pas être la tour d'ivoire, mais plutôt la société pluraliste, une forme d'accord parmi les Nations Unies par un fin commun. Les chercheurs ont fait recherche comment organiser une conférence, des conférences réussies,
comment passer le temps entre les sessions ou quel repas sert-on. Il paraît qu'il est nécessaire de cultiver l'amitié, ou comme un sociologue allemand dirait, il faut cultiver sociabilité, établir une bonne atmosphère, partager un certain style de vie, de pensée, de communication. Et j'ajouterais que ces modèles de vie académique est toujours important aussi pour nous. Si nous observons comment les conférences sont organisées, elles souvent sont une meilleure vie que la vie quotidienne. C'est une sorte de pratiquer, de cultiver l'amitié, les relations égales, etc. Et je dirais aussi que nous respectons certains biens comme l'amitié en tant que bien universel, indépendamment s'ils ont une valeur instrumentale. Mais je voudrais voir aussi, montrer aussi quelques doutes. Chaque communauté exclut ceux qui pensent autrement. En cas américain, les behavioristes ont été exclus par ce environnement libéral. En cas polonais, dans les années 50, 60, c'était les marxistes qui étaient exclus par positivistes. Et on peut se demander qu'est-ce qui est plus motivant pour la création, pour l'innovation, les liens avec les proches ou plutôt des conflits avec d'autres. La rassemblance est née des expériences communes, comme expérience des classes, des genres, expérience des grands événements comme la guerre. Il est naturel qu'il n'est pas possible de partager par tous les mêmes expériences. Alors, les conflits est tout aussi naturel que les liens d'amitié. La relation de sociabilité, comme Simmel dirait, est basée sur l'égalité avec tous les partenaires. On écoute d'autres, non pas pour arguer avec eux, pour accepter ou rejeter ces arguments, mais on cultive la sociabilité pour elle-même, pour vivre la vie sociale. Mais si c'est le cas, comment créer de nouvelles idées? Chaque idée est traitée de la même façon en tant que également bonne. Et maintenant, je vais concentrer alors sur le modèle différent, modèle conflictuel. Peut-être ce n'est pas convivialité qui produit les nouvelles idées, mais plutôt les conflits. Il est évident pour des historiens des idées que pour comprendre une pensée, il faut savoir avec qui son auteur a discuté. C'est pourquoi les polémiques sont pour les historiens une forme de communication très attractive. Les polémiques montrent les conflits qui sont présents dans les champs intellectuels. Une théorie des conflits a été formulée par un sociologue, Randall Collins. Je sais que Łukasz, il le connaît très bien. Et selon Collins, dans un champ intellectuel, il y a que entre 3 et 6 écoles qui se motivent
mutuellement par la rivalité. Les savants, les scientifiques jouent à garder sa position ou défient les positions existantes s'ils sont de l'extérieur. Ce jeu est sélectif, concurrentiel, et il se déroule dans l'environnement hiérarchisé des intellectuels. Et encore une fois, un cas de figure. Un historien, un sociologue, Patrick Bert, répond à la question comment se fait-il que Jean-Paul Sartre, un philosophe, intellectuel français très connu, c'est devenu ce intellectuel clé dans la vie publique en France au cours de quelques mois, en 1944-45, juste après la guerre. Et il explique que chaque intervention dans la sphère publique est à la fois l'opération de se positionner dans le champ. Sartre a offert la langue qui a permis d'exprimer le traumatisme de la guerre et aussi la philosophie pour le mouvement de la résistance en France. Et aussi le langage moral qui a condamné les collaborationnistes. La philosophie existentielle de Sartre a trouvé des soucis de l'époque et a établi la distance envers des auteurs compromis qui ont collaboré avec le régime de Vichy. Et dans cette perspective de conflit, le succès n'est pas la fonction de créer la communauté, mais plutôt de se positionner envers les autres. Alors, on a un défi. Comment concilier la logique libérale de solidarité, de l'amitié avec la logique radicale de conflit? D'où arrivent-ils les choses de nouvelles? Qu'est-ce que les sociologues peuvent-ils répondre à cette question-là? On peut dire, bien sûr, que la vie sociale a un aspect conflictuel et un aspect de solidarité. Mais ce n'est pas une réponse suffisante. Ça serait une une théorie incomplète, parce qu'on ne sait pas quand nous avons l'affaire avec le conflit et quand avec les liens, l'amitié, la solidarité. On peut imaginer simplement que l'atmosphère de l'amitié conduit à la paresse intellectuelle, à la répétition de ce que des maîtres ont déjà dit. De l'autre côté, on peut imaginer que la logique de confrontation, en accord avec la logique de polarisation de la vie sociale, mène à la pure réactivité, contestation pour contestation. Et maintenant, je devrais vous donner une bonne théorie. Mais peut-être je vais finir là. Et je crois qu'on peut discuter comment construire une bonne théorie du changement dans la science. Il faut plutôt une théorie de changement qui explique le cycle d'existence des groupes, des cercles. Il faut une théorie qui explique la division des rôles dans les groupes. Mais je termine ici. Merci. Un grand merci et j'invite tout de suite Łukasz Dominiak à prendre la parole.
Bonsoir encore une fois à tous. Généralement, je suis d'accord avec Jacob euh, euh, dans le point le plus important et dans leur recherche. Alors que je voudrais aussi signaler que un point complètement sociologique de la vie sociale des idées, parce qu'il me semble que on peut prendre une supposition que la domaine des intellectuels, la domaine de la vie d'idées, est complètement sociologique. Alors, il ne se sépare de la domaine social en général. Dans certains cas, la vie sociale, c'est la continuation de cette supposition, la vie sociale des idées se prennent une certaine forme organisationnelle. Et alors, dans la recherche de Jacob, il me semble que tu as appelé à la niveau moyen de cette communauté, de ce domaine intellectuel, c'est-à-dire le niveau organisationnel où se trouvent divers collectifs de pensée, les cercles d'amitié, les institutions, etc. Mais il faut rappeler aussi un niveau politique et socio-économique, c'est le niveau le plus, comment on peut dire, le plus vaste ou le plus historique. En général, on peut dire que c'est le contexte, oui, le contexte historique. Dans cette dans cette perspective, c'est un niveau politique socio-économique qui contribue à la forme de certains champs ou domaines intellectuels. Et aussi, nous avons un niveau troisième, le plus petit, le niveau individuel qui et constitue la prédisposition, la diligence, un dévouement de certains philosophes, sociologues, de certains individus. Alors, c'est ce que je veux proposer. Il faut, comme nous, prendre les recherches, dans certains cas, il faut prendre tous les trois, de ce niveau. Il y a certains, comment on peut dire, suppositions où on peut trouver la nouveauté. Oui, c'est ça c'est la plus grande question de cette séminaire. Alors, il me semble que dans les perspectives de la recherche sociologique de la vie de l'idée, les nouveautés, ils sont assez rares. Car les intellectuels préfèrent, dans tous les cas géographiques et historiques, préfèrent un travail dans relative isolation. Alors, ils travaillent seuls.
dans le nombreux cas, on voit les philosophes ou les sociologues qui est celle avec le livre, avec leurs émotions, avec leurs idées dans la tête. Et il est, bien sûr, il confronte dans certains cas leur conscience, les sciences avec les autres, mais c'est assez rare. Alors, où se trouve, où vient-il des idées nouvelles? Alors, tout d'abord, on peut dire que c'est une situation exceptionnelle et il faut rechercher les marges de la discipline. C'est la première suspect de terrain où on peut trouver les nouveautés. Ce sont les marges de discipline. C'est la situation classique avec la psychologie dans la 19e siècle, par exemple, la psychologie était tout à fait inconnue. C'est seulement un cas exceptionnel de Wilhelm Wundt, qui était un physiologue, un médecin, et il n'a pas trouvé un poste pour lui parmi les médecins, et il a fondé un niche, un certain groupe, on peut dire sectaire, qui a continué les recherches médicales. Ils ont trouvé beaucoup des idées nouvelles en marche de la médecine normale, dans la médecine, dans la médecine normale, dans la science normale. C'est la première cas où on peut trouver les idées nouvelles. D'après cette supposition purement sociologique, on peut dire aussi que, ouais, franchement, c'est un cas de complètement hasard, parce que ça, c'est comme les idées forment la science et la conscience. C'est par hasard. Nous ne sommes pas sûrs qui va prendre une certaine idée et qui va remanier cette idée ou remanier avec les autres, qui va reconfigurer ou reconstituer cette idée avec les autres. Ce sont les plus hasardeuses situations. Alors, mais ils sont... mais, je peux proposer ici, contre, avec cette théorie de hasard, 3 cas où nous sommes sûrs qu'il n'y a pas de chance pour la nouveauté. Alors, il y a, d'après les études sur la philosophie, et sur la sociologie, sur la pensée sociologique et philosophique, il y a 3 cas de stagnation, de crise intellectuelle où nous sommes sûrs qu'il n'y a pas de nouveauté. Alors, nous savons que il y a 3 types, 3 formes de stagnation. La première est une perte d'un capital culturel. Alors, c'est la situation pendant laquelle les intellectuels perdent certains intéressement sur leurs choses, des idées. C'est la première cas. La deuxième, c'est type ou forme de stagnation. C'est une
domination des classiques. C'est très typique dans la sociologie, dans la philosophie, quand les professeurs, les intellectuels s'intéressent généralement, ils s'intéressent aux auteurs classiques, ils sont dominés par leur pensée, ils reproduisent certaines idées qui ne sont pas nouveaux du tout. La troisième cas de stagnation, alors une situation inversée de nouveauté, c'est le raffinement technique. Quand la communauté scientifique est intéressée à dictionnaire de leur langue interne, purement technique scientifique. Oui, ça sont les trois cas de stagnation. Alors, peut-être nous ne sommes pas sûrs pour répondre à cette question, mais nous sommes sûrs que nous devons faire de n'être pas dans la situation de crise ou de stagnation. Alors il faut aller au-delà de la technicisation de la langue scientifique, au-delà des classiques. Il faut s'astreindre de la perte d'un capital culturel. Oui, ça c'est la formule pour être attent à quelque chose de nouveauté. Alors, je peux finir avec la constatation que l'histoire de la pensée, ce n'est pas seulement le remaniement successif ou le changement des paradigmes, c'est aussi plutôt celle du réinvestissement sélectif de formes anciennes, de la récomposition permanente d'un corpus ou d'un canon. C'est la formule la plus successive, la reformulation de choses anciennes. Alors, quelque chose de nouveau, ça est c'est une chose exceptionnelle, rare. Par exemple, la formule de Wittgenstein ou pour élever la philosophie ou les idées en général pour un niveau nouvel, ce sont les cas exceptionnels. Mais on peut et reste au plus modeste cible, par exemple, pour récomposer un capital culturel qu'on déjà possède. Oui, c'est ça. Alors, je vais finir maintenant parce que c'est 15 minutes. Oh, oui, seulement. OK, merci. Oui, encore merci. Peut-être une première réaction, n'est-ce pas? Et après, nous passons au débat. Mais peut-être d'autres personnes veulent... Comme vous voulez. Oui. Alors, comment peut-être on peut donner la parole aux autres et après on peut... Donc, je donnerai la parole à Nicolas qui a une remarque. Je vais essayer d'allumer ma caméra, mais si ça ne marche pas, je coupe. Mais d'abord, merci pour ce très bel exposé et merci pour ce très beau commentaire aussi qui vont dans des directions qui se construisent un peu différemment, mais qui permettent vraiment d'alimenter la réflexion. L'opposition entre petits groupes, élastiques, amicales, favorables, contre une direction autoritaire, dogmatique, fermée, m'a animé ma réflexion. D'abord, moi, je me suis dit que c'était vraiment une conférence qui nous aide
à essayer de nous comprendre nous-mêmes. Hein. Moi, j'ai ça, je ne veux pas dire que c'est de la psychothérapie, mais ça aide un petit peu à revenir un peu sur le sens de ce que nous faisons. Et à titre personnel, je suis convaincu de l'importance de la communauté, de la petite communauté, des relations amicales pour le fonctionnement de la science. Et parfois, je souffre, je suis triste d'un certain nombre de problèmes que je rencontre au quotidien. Je me pose la question du sens des activités scientifiques, non, c'est pas vrai, du fonctionnement du monde universitaire et académique. Hein, justement, c'est pas la science. Et je suis toujours animé de manière, on va dire, un peu, je ne suis pas là pour parler de moi-même, hein, mais pour dire pourquoi ça me touche, par ce désir justement de participer, de créer une ou des communautés, des petits groupes, des groupes de réflexion, des groupes de référence. Et tout ça, pour moi, c'était très convaincant. Alors, j'avais un petit problème, Yacoub, avec la notion de flexibilité. Ou alors avec le mot peut-être, c'est peut-être le mot flexibilité qui ne m'a pas convaincu parce que je comprends qu'il faut être un peu flexible, mais pas trop quand même. Hein. On nous demande depuis un certain nombre d'années, il y a une transformation du monde universitaire, ce que tu avais appelé la punctosa, entre autres, ou d'autres éléments qui nous demandent de nous adapter, de faire coller nos théories à une demande du marché de la subvention. Et moi, j'ai l'impression que justement, ça tue la réflexion originale. Et il faut être un petit peu dur, il faut être un petit peu entêté, hein, comme un âne. Il faut savoir ce qu'on veut et s'y tenir pour avoir au moins 10 ou 20 ans pour développer une bonne théorie. Si on change tous les 3 ans avec les grands de direction, on est un peu trop flexible. Si on se laisse un petit peu trop mener par, je vais essayer d'être plus rapide, désolé, hein, mais par les groupes d'amis, par la communauté, eh bien, on perd le sens de ce qui est plus profond, justement, que la communauté. Alors, pourquoi est-ce que tout ça, ça nous touche aussi? C'est parce que notre centre, le centre de civilisation, moi, j'ai l'impression que c'est un être un peu particulier, puisqu'on sent moins la concurrence ici. On est un peu en dehors du monde universitaire classique, et on est plus un lieu de rencontre. Voilà, donc c'est quelque chose d'une... Alors, quand on parle de chant, parce que le mot chant est tombé assez aussi, j'ai l'impression souvent que quand on parle de chant, on surestime le rôle des positions des personnes pour oublier le rôle des idées avec lesquelles on discute, des théories avec lesquelles on communique, pour lesquelles on se construit. Et donc, j'en arrive vraiment au sens de ma réflexion. Désolé d'être trop long. C'est la question du sens de la recherche qui est un petit peu indépendant des structures sociales, qui peut s'en séparer, ou parfois du fait que le monde universitaire se sépare de la recherche de la sagesse, où il y a des gens qui réussissent à faire des grandes découvertes sans appartenir à l'université ou à l'académie, et qui animent la réflexion académique aussi. Donc, le sens, il peut être là pour critiquer les structures sociales, les changer, mais il n'en est pas forcément prisonnier. Il peut être au contraire la règle qui permet de mesurer la qualité des structures sociales. Il peut être une manière de critiquer. Et par rapport, enfin, une dernière phrase au beau commentaire de Lucas Dominiac, face au danger de la domination des classiques, je me dis justement que c'est important de créer des lieux qui échappent à des règles du moment, qui permettent de s'en libérer, mais en même temps, il ne faut pas forcément supprimer ces règles, parce que je pense que supprimer les règles, supprimer les classiques, supprimer les références, c'est comme casser les murs d'une maison. On a plus de place, mais on n'a plus de maison. Voilà, bon, merci. Merci. Peut-être une autre remarque et après on passe à la réaction.
j'ai quelques remarques, mais je vais en choisir une. Dans ce cas, votre recherche semble être bien concentrée sur un aspect plutôt institutionnel, académique, organisé de l'évolution des idées, mais ce qui m'éclate, disons, c'est la possibilité que les idées se propagent de façon complètement organique, pour pas dire aléatoire, mais plutôt par juste dynamique sociale qui sont sujets au courant culturel, situation générale, historique et géopolitique, et non en tant que conséquence d'actions ou même d'efforts centrés sur la propagation d'idées ou de l'injection d'idées nouvelles spécifiques dans, par exemple, des centres de recherche. Et une deuxième petite remarque qui est liée, c'est ce qui me semble être une question intéressante, c'est la question du mode de diffusion des idées, si elles se diffusent par interaction directe, donc par discours, par texte, par interface beaucoup plus sophistiquée comme l'Internet, vidéo, radio, etc. Et quel impact ça a sur la diffusion des idées en tant que telles et sur leur popularisation. Merci. Je pense qu'il faut passer à la réponse parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter et après... Tout à fait. Alors, merci à tous pour vos remarques. C'est pas possible de leur répondre proprement parce qu'il faut penser plus pour répondre à votre remarque. Mais tout d'abord, une remarque de Łukasz sur 3 niveaux de la vie sociale, de la vie des institutions, des collectivités et des individus. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut suivre tous les chemins en même temps, mais probablement c'est pas possible. Je me rappelle une anecdote, peut-être Łukasz, tu te rappelles quand il y a quelques années dans la Villa Blanche, près d'ici, près de la bibliothèque universitaire, il y avait une conférence des historiens des idées, un professeur Antoni Sułek, il s'est approché pendant une session à une map de l'Europe centrale, de l'Ouest. Et il a dit que dans l'encyclopédie des sciences sociales et behaviorales, c'est une grande, importante encyclopédie, il n'y a que, je me rappelle combien, 5, 6, 7, quelque chose comme ça, nom de personnes qui viennent de l'Europe de l'Est. C'était Freud, Pavlov, peut-être Elias, je ne sais pas maintenant, mais il a souligné que tout le monde, toutes ces personnes, ils sont partis à l'Ouest pour faire son carrière. Alors, je suis tout à fait d'accord que les aspects organisationnels, socio-économiques, politiques est très, très important. Et de l'autre côté, je suis d'accord que le niveau individuel est aussi important. Il y a des génies et il y a les gens d'ordinaire. La question est de trouver le bon contexte, le bon environnement pour réaliser ce génie. Il peut être réalisé dans une communauté, mais aussi dans des circonstances favorables, plus vastes. Alors, c'est une première remarque.
peut-être je suis plus optimiste que toi, Łukasz. Je vraiment crois dans la vie des idées, dans le troisième monde de Popper, qui a dit que les idées, ils sont certaines dynamiques internes à l'extérieur de la vie sociale. Il y a les concepts riches qui sont riches en sens, et il y a les notions pauvres. Je dirais que le concept détermine ce qui se peut passer. Il ne détermine tout, mais il détermine beaucoup. C'était très intéressant, cette théorie que tu as mentionnée de stagnation, c'est-à-dire perte du capital culturel, le retour au classique. Je dirais que au moins dans la sociologie, mais aussi peut-être dans l'anthropologie, le retour à la classique n'est pas seulement rituel, mais on retourne au classique pour dynamiser notre pensée, nos idées. C'est exactement ce que je pensais en disant que les idées, ils sont propre vie aussi. Oui. Et maintenant, les remarques de Nicolas. Je suis tout à fait d'accord que la politique universitaire, la politique en général, est très important. Il détermine la vie des collectifs, il détermine la structure, et il peut être favorable ou le contexte peut être infavorable pour les idées nouvelles. Je suis tout à fait d'accord que flexibilité doit être limitée, que la tradition est un capital. Si nous retournons au classique, si nous retournons à la tradition duquel nous venons, nous pouvons dynamiser nos idées. Et bien évidemment, il y a une bonne question, comment mesurer une qualité de communauté, des individus, de savants, de scientifiques. Et il y a toujours les batailles, les problèmes de politique, de l'un côté, de l'autre côté, les savants qui veulent être mesurés, être évalués par le critère interne. Peut-être cette tension n'est pas possible à enlever. Oui, peut-être la dernière remarque. Je vais donner un exemple. Je suis tout à fait d'accord que les courants culturels, politiques sont très importants pour la vie des idées. J'ai écrit un livre sur les sociologues de Varsovie, polonais. Quelques-uns sont toujours actifs. Et ils se sont changés dans les années 80. Et j'ai argumenté que le mouvement social de solidarité était l'événement clé parce qu'il a donné une expérience unique. Mais ce qui est très intéressant, la solidarité, bien évidemment, a changé la vie sociale en général, l'université, la politique à l'université, on peut le décrire très, en détail. Mais à la fois, la solidarité a montré des nouvelles dimensions de la vie sociale. Et
il a changé aussi la théorie, pas seulement l'organisation, pas seulement les institutions, et à travers de cela, les idées, mais la solidarité, le mouvement, il a changé, je dirais, les idées, les théories directement en donnant de nouvelles expériences. Et le monde de diffusion, les textes, Internet, radio, oui, je suis tout à fait d'accord. Si on réfléchit sur nous, que nous avons l'accès à tous les textes qui ont été écrits pendant une dernière siècle, c'est une situation complètement différente qu'il y a 40, 50, 60 années, quand les gens pouvaient se référer que aux certains textes, aux certaines personnes. Alors, on peut dire que, bien évidemment, on peut chercher plus, mais au moins, on peut montrer que le monde de diffusion changeait le contexte et faire de la science, faire la science cosmopolite. Alors, une petite question, juste pour de préciser, ou plutôt une idée. Que diriez-vous sur l'hypothèse d'une évolution, ou plutôt d'une émergence des idées, mais qui soit globale et progressive, mais congruente, donc indépendamment d'un contexte spécifique qui, bon, bien, on a de l'espace où il y a place pour des différences locales, mais parlant dans une perspective globale, par exemple la création des pyramides, disons, ou bien de méthodes mathématiques, etc., ou de diverses théories métaphysiques qui sont similaires, pourrait-il être une indication que les idées, en général, sont a priori données suffisamment, si on leur donne suffisamment de temps, similaires et universelles. Il y avait un sociologue américain, Robert Merton, qui a écrit beaucoup sur ce sujet, sur le sujet de découverte parallèle dans différents points du monde. Il y avait les mêmes idées découvertes complètement indépendamment. La question est pourquoi? Oui, c'est peut-être les courants qui ne sont pas visibles à premier coup d'œil, qui sont présents dans le monde entier, bien évidemment dans le monde du présent, qui est plus globalisé qu'avant, c'est plus possible qu'avant. Mais je dirais l'histoire de la science n'aime pas les découvertes parallèles parce qu'il y a, je dirais, c'est une sorte de monnaie dans la science. Qui est le premier? On oublie de secondes, le deuxième, le troisième. Et c'est pourquoi, de temps en temps, c'était vraiment les vraies batailles parmi les chercheurs, parmi les scientifiques qui voulaient prouver qu'ils étaient les premiers, pas les secondes. Ouais. Merci pour cette remarque. Encore une petite remarque, une possible solution ici, ce serait ou plutôt une explication, serait celle proposée par la phénoménologie. En gros,
avec l'idée du Lebenswelt, entre autres, donc d'une situation similaire d'être dans le monde, si on suit Heidegger, qui expliquerait les similitudes entre l'émergence d'idées diverses, mais en même temps explique la possibilité de création indépendante et d'une certaine authenticité de nos projets personnels et de ce qui et de leurs conséquences. Et ce qui donnerait une certaine importance aussi au caractère, disons, individuel de l'évolution des idées. Oui, merci. Oui, la science est très concurrentielle. Alors, merci pour cette remarque. Oui, Łukasz, vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur ce sujet, compléter? Oui, peut-être je peux faire une remarque pour Jacob. Alors, d'après cette théorie de Randall Collins, dans laquelle les idées dérivent de l'émotion. Ce sont les complexes émotionnels. Les idées sont tout à fait liées avec un corps des intellectuels. Alors, le champ dans lequel, par conséquence, le champ dans lequel tous les combats de recherche se trouvent est constitué plutôt entre la comment on peut dire, ritualisation de traditions intellectuelles et la création de quelque chose tout à fait nouveau. Plutôt qu'entre antagonisme et conflit, ça peut être oui, antagonisme et conflit, la communauté et la confratérie. Pour moi, c'est une chose un peu artificielle, oui, parce qu'on peut dire, après que certains chercheurs, certains intellectuels ou philosophes se combattent, mais les combats, ce sont les combats, oui. Alors, le Bourdieu se combat avec Boudon, ou Foucault, oui, combat avec Noam Chomsky. Ça nous ne pose pas la situation nouvelle, je pense, que ce sont les combats pour la position dans le champ, mais les choses nouvelles sont plus modestes que héroïques combats, je pense. Se trouve dans les marges de champ. Peut-être les nouveaux recherches vont vérifier cette thèse, oui. Donc, il faut attendre pour la vérification empirique de cette thèse. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Oui, Damien peut-être. Oui, je voulais juste rebondir moi sur cette notion du fait qu'aujourd'hui on a accès à tout ce qui a été écrit au siècle dernier. Je pense qu'il faut. Je ne suis pas convaincu que l'effet d'uniformisation soit lié à autre chose qu'une fait que tout le monde concerne les mêmes sources en fait.
Pour avoir à Cracovie préparé des cours sur la France, je sais très bien que c'est difficile de trouver des articles en français. C'est-à-dire que tout le monde a les mêmes bases américaines, etc. Tout le monde utilise des algorithmes dont on ne connaît pas la nature. Donc, je pense qu'il y a un effet de biais qui est paradoxalement certainement encore plus violent qu'auparavant. Et je verrais presque plus ça comme le fait que certaines idées dominantes vont avoir encore plus de facilité pour s'imposer que le fait qu'on arrive un peu comme cela à toutes chances égales par ailleurs. Oui, et Kinta, et après, on passe à... Moi, j'aurais une question pour nos deux invités. Je voulais savoir comment vous, personnellement, vous trouvez vos nouvelles idées. Comme Łukasz a dit, c'est très rare en sciences sociales, les idées nouvelles, alors peut-être qu'on n'a pas trouvé. On peut répéter. Pas encore. Pas encore. Exactement. Oui, mais je crois que chacun réfléchit, peut-être les savants, ils pensent trop à soi-même. Ils pensent comment ils ont gagné quelques expériences, quelques croyances, etc., etc. C'est une forme, je crois, artificielle de vivre, peut-être. Et bien évidemment, moi aussi, je peux vous donner un chemin quand je suis, par exemple, je suis parti en Erasmus en France il y a 10 ans ou plus peut-être maintenant. Quand je participais au séminaire, aux lectures, et après le retour en Pologne, j'ai commencé à penser à un problème, etc. Mais c'est très intéressant, les histoires individuelles. Łukasz. Moi, je me propose une formule pour être créative dans le domaine des idées. Alors, il faut éviter ce danger d'être pressé par l'économie, par la politique. Alors, il faut défendre l'autonomie intellectuelle parce que, oui, c'est la première condition. Et après ça, dans notre pratique quotidienne, il faut, je pense, la formule est comme ça, être éclectique et faire expériment. Alors, faire expériment, il faut comparer les idées, les choses, les informations les plus éloignées. Il faut être éclectique dans la pensée. Oui, c'est ça. C'est la formule, je pense, on peut dire humanistique ou quelque chose comme ça, mais il est prouvé que cette formule était effective dans le cas, par exemple, dans la sociologie humanistique ou quelque chose comme ça. Oui, c'est une universelle formule, je pense. Alors, faire expériment de penser, être éclectique, et s'astreindre d'économie, de grands, de ponctosa, de politique, parce que ça, surtout, intervient dans le processus de création de la domaine politique économique. Ouais.
C'est comme ça. Merci. Oui. Je vais ajouter quelque chose au commentaire de Damien. Oui, je suis tout à fait d'accord. Cette vie institutionnelle, organisationnelle, des algorithmes est très important. Bien évidemment, dans les sciences sociales, c'est la domination de la sociologie des sciences américaines maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je crois qu'il faut rétablir le monde académique assez vaste. Comme en France, si tu vas aux librairies, il y a plein de livres de sociologie en français pour les Français. La même chose en Allemagne. Il y a plein de livres en Allemagne. Alors, il faut créer son propre monde académique. C'est bien sûr très difficile si tu es à la périphérie, comme la Pologne. C'est pas possible d'établir le monde si grand, mais peut-être une seule voie. Il faut croire à sa production. Et je crois que les sciences sociales, les sciences humaines en Pologne ont la tradition si riche que ça serait possible. C'est pas facile, mais ça serait possible. Après, une réponse serait d'apprivoiser les algorithmes, de les construire ou d'avoir une façon de vérifier leur fonctionnement exact, ce qui est déjà possible, mais demande un niveau d'expertise assez avancé dans des questions informatiques. Mais en général, le problème d'un trop d'informations peut être résolu avec des meilleurs outils de recherche qui nous permettraient d'analyser cette information en grande quantité sans trop restreindre notre horizon de recherche ou s'orienter particulièrement vers des sources spécifiques les plus largement accessibles. Mais pour que ça puisse réussir, un changement fondamental de l'approche académique est nécessaire. Et je pense personnellement que c'est l'une des crises majeures, ou plutôt des problèmes futurs, ou même contemporains, que fasse l'académie. Et puis, je crois qu'on ne pense pas assez aux inégalités numériques, c'est-à-dire les inégalités liées à l'accès au réseau, à Internet, par exemple, en Afrique. Parce que le tournant numérique nous donne une fausse impression d'une complète démocratisation, ce qui n'est pas vraiment toujours le cas. Ça, c'est une autre idée. Et pour revenir à l'aspect relationnel, on en parle beaucoup maintenant après une année et demie d'enfermement chez nous. Dans quelle mesure, j'aurais une question classique, peut-être, dans quelle mesure ces relations entre les chercheurs peuvent être remplacées par les contacts virtuels? Est-ce que c'est pareil? Łukasz, est-ce que c'est pareil? On te regarde, on communique. Alors peut-être c'est plus facile qu'arriver à Varsovie. Voilà. Pouvez-vous répéter quelle est la question? J'ai le problème avec entendu. Oui, ok.
Je pense que c'est C'est l'exemple une parfait, réponse. oui, Ouais, voilà, c'est une réponse parfaite. Des Oui. inégalités numériques. Voilà. Euh, Oui. quelle est ok, la révolution numérique sur la pensée, non, sur la vie d'académie, c'est ça, oui, ça, et, ok, ça a un peu de problème pour moi parce que je m'occupais avec la science française, la science polonaise de 19e et 20e siècle. Dans ce contexte, le chercheur fonctionne, son algorithme, oui, seulement avec la bibliothèque, avec leur tradition intellectuelle, etc. Maintenant, la révolution numérique contribue d'un part à la démocratisation de la science, mais d'un autre côté, elle contribue aussi à la perte de capital culturel parce que dans ce point numérique égal pour tous, tous les chats sont noirs. Oui, c'est la nuit de l'Internet, je pense. Alors, tous les chats dans la nuit sont noirs parce qu'il est impossible de contrôler cette influx ou cette fleuve de data, de l'information, de nouveautés, de nouveaux articles. Et chaque chercheur a la bibliothèque distincte. Et alors, il y a, c'est la chose comme les Anglais disent, double edge. Oui, c'est un impact de l'Internet sur la vie intellectuelle, je pense. Mais ce problème a commencé bien avant Internet, déjà avec les méthodes de propagation comme la radio, l'imprimerie, déjà en théorie, et à l'origine de ce problème de prolifération incontrôlée d'informations. Qui dépasse les capacités intellectuelles de chaque individu. Il est impossible de tout lire, même dans sa niche hyper spécialisée dans sa propre discipline. Il y a peut-être une dernière remarque parce qu'il faut terminer. D'accord, peut-être. Oui, je me rappelle une interview avec un historien très doué, jeune, qui s'intéresse, qui travaillait sur la science du 16e, 17e siècle. Il a fait une remarque que je me rappelle, que maintenant, les gens pas de tout coin du monde, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des inégalités numériques, mais il y a les nouveaux jeunes qui s'intéressent par exemple à Newton. Pourquoi? Parce que tout le monde peut lire les archives de Newton sur l'Internet qui sont disponibles en tout. Mais bien évidemment, il faut ne pas oublier de ces inégalités dont vous avez parlé. D'accord, je pense qu'on va s'arrêter là parce que le temps nous presse. Je remercie encore une fois nos invités pour leurs interventions très riches et tout le public pour le débat très animé. Un grand merci. Et nous nous voyons pour notre prochain séminaire dans 2 semaines, le 3 novembre. Nous allons accueillir notre ami du centre, le professeur Maciej Abramovich de la faculté Artes Liberales de l'Université de Varsovie. Ses champs de recherche comprennent l'anthropologie culturelle,
l'histoire de la culture et de la littérature francophone, ainsi que l'ethnolinguistique. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous.